Bonjour à tous et bienvenue dans Biz Kitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre start-up et grands groupes pour découvrir les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Enguerrand de FanVoice et Gaël d'EDF. Bonjour Gaël, bonjour Enguerrand. Salut Catherine. Ça va? Oui. Vous êtes prêts pour notre discussion d'aujourd'hui? On est chaud. C'est bon pour nous parler ici chez Biz Kitchen de la belle relation entre EDF et FanVoice qui vous lie depuis combien de temps maintenant? Depuis 2015, donc 7 ans maintenant. 7 ans de relation. Ah, c'est le moment de faire un bilan, je crois. Ah ouais, c'est les noces de je sais pas quoi. Oui, on regardera ce que c'est. Et donc, on est ici pour essayer de décrypter ensemble quels sont les ingrédients de cette relation qui dure, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui était plus difficile à dépasser, de manière à ce que les grands groupes et les startups qui nous écoutent en tirent des enseignements opérationnels. Ça vous va? C'est parti. Comme programme. Allez, go. Alors, tout a commencé, j'ai envie de commencer par la première rencontre, mais peut-être qu'il se passe des choses avant la première rencontre. Peut-être qu'on peut faire un petit zoom arrière et voir chez EDF comment est-ce qu'on se prépare dans une entreprise de cette taille à une collaboration un peu iconoclaste. Alors, à l'époque, c'est assez simple, pour redonner un petit peu quelques éléments de contexte. On est en 2015, moi je suis à la direction marketing des clients particuliers qui s'occupent à peu près de 25 millions de clients, donc ça fait quand même du monde. En effet. Et on a envie de les engager parce que tout simplement on a de plus en plus de concurrents. Donc notre finalité n'est pas forcément de travailler immédiatement avec une start-up, mais d'arriver à engager de plus en plus nos clients particuliers. Et dans une démarche où on pourrait leur fournir beaucoup plus que de l'énergie, mais aussi des services. Donc, les engager, pardon Gaël, ça veut dire créer un lien plus étroit, être plus dans une interaction. Tout à fait, on est tout à fait dans une démarche marketing de relations clients, on est vraiment dans cette idée de on ne va pas juste vous fournir un produit ou un service, on va essayer de créer un lien avec vous, donc, et surtout dans la vie quotidienne, puisqu'on est dans le B2C. Et donc à l'époque, on est à peu près en 2015, on se rend compte que justement les startups sont en train d'émerger, qu'il y a plein de valeurs qui apparaissent dans ces petites sociétés agiles, très dynamiques et tout ça. Donc ça nous intéresse, on veut y aller, mais c'est vrai qu'on est un grand groupe et on a plutôt l'habitude de travailler avec d'autres grands groupes. Et donc, moi, la mission que me donnent mes directeurs, c'est ça, c'est d'arriver à préparer tout ça. Et donc, je me rends compte que pour travailler avec des petites structures, avant même de lancer un appel d'offres pour avoir comme ça un partenaire qui va nous permettre de dynamiser tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous empêcher de travailler avec des petits? Comme on travaille très bien avec des gros, est-ce qu'on peut travailler pareil? Voilà, on se pose des questions très simples. Déjà, juridiquement, on a un petit souci. On se rend compte que le contrat type d'EDF avec ses fournisseurs, il fait 120 pages. Bien épais. Donc, il est un peu lourd pour une start-up qui n'a pas forcément un juriste, puisque c'est des petites structures. Donc, on décide avec tous les juristes, il y a un gros travail collectif au sein d'EDF, de revoir tout ça. De simplifier, et donc, quoi. Voilà, alors pas que de simplifier, plutôt de concentrer. Parce que par exemple, il y a des risques dans des startups, comme par exemple le départ du fondateur, etc., qu'on a rarement lorsqu'on est avec un grand groupe. Donc non seulement le contrat était trop lourd, mais pas complètement adapté à la réalité. Donc il y a eu tout un travail de création juridique. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que quand déjà on veut être agile managérialement et quand on veut être agile dans le business, je pense qu'il faut être créatif en amont juridiquement. C'est vrai. C'est très important. Et le contrat que vous aviez créé à cette occasion en 2015, vous l'utilisez toujours aujourd'hui? Oui, oui, tout à fait. On a aujourd'hui, et d'ailleurs ça a été déployé dans le reste du groupe, on a un contrat type start-up qui est utilisé par les différentes entités et qui permet justement de contractualiser facilement et rapidement et en prenant en compte l'ensemble des risques. Voilà. Ça, c'est le premier point. Voilà, c'est le premier point. Ensuite, il y a les achats. Puisque nous sommes un grand groupe, nous sommes obligés, et de toute façon nous le faisons, de bon gré, des appels d'offres, des mises en concurrence, parce que nous cherchons les meilleures personnes avec lesquelles on peut travailler. Sauf que là, quand on travaille en innovation, et moi c'était le cas, je devais faire des innovations ouvertes avec des particuliers, si je trouve une innovation qui est en rupture, j'ai pas de concurrent.
ou alors c'est pas une innovation. Alors comment ça se gère ça? Voilà, Il y a ben pas de là, comparable. eh ben, c'est la même chose. De même qu'on a été créatif avec les juristes, on va essayer d'être créatif avec les achats. Et pour autant, quand même, de répondre aux besoins nécessaires et Bien sûr. légaux qui sont tout à fait légitimes. Alors ça consiste en quoi la créativité avec les achats? Mais c'est de regarder comment on légitime le fait qu'il y a une innovation. Parce que c'est pas juste dire, regarde, moi c'est innovant, je peux te dire que c'est comme ça et pas autrement, parce qu'en plus les achats peuvent être des spécialistes. Ce sont eux qui vont nous donner une sorte de grille qui va permettre de s'assurer qu'en effet on correspond à des critères qui font qu'on peut expliquer pourquoi on va travailler avec Donc là cette, encore, vous êtes dans la cette petite entreprise. co-construction en fait d'une nouvelle façon de travailler. Donc Tout à fait. sur le contrat, sur les achats, il y a Lever des freins dans les contrats, les grands groupes, par exemple, ils vont te dire un fournisseur, il faut qu'il fasse tant de chiffre d'affaires. Alors, ça peut être 1 million d'euros, tu vois. C'est ça. Alors pour un grand groupe comme EDF, c'est rien, mais rien, pour c'est une tout start-up sorti. qui débute, c'est énorme. Donc il y a eu tout un tas de freins qui ont été levés par peut-être Gaël ça. en amont dans les processus achats. sûr. Alors, c'est resté un appel d'offres public assez structuré et comme le veut l'État et les règles de l'art, mais avec une certaine souplesse qui Bien a sûr. permis de sourcer une start-up telle que nous. Bien sûr. Alors sur les délais de paiement, bien évidemment aussi, il y a eu des ajustements. Oui, mais sur les délais de paiement, EDF était déjà assez sensible au fait D'accord. de payer rapidement des petites structures, parce qu'on travaille Ça quand c'est même très bien ça. déjà avec des PME depuis très longtemps. Donc, il n'y avait pas, forcément il y avait besoin pas vraiment de d'ajuster. sujet. C'était plus sur C'est la- quelque c'était chose, plus sur le chiffre voilà. d'affaires et puis d'accord. Donc en amont de votre rencontre, ça avait déjà été préparé par Gaël de façon importante, un an avant. Oui, un an avant. Après, il y a eu aussi avec les systèmes d'information, parce qu'il y avait la question aussi de se dire comment on va travailler sur les données. Bien sûr. Est-ce qu'on aura un accès aux données ou pas? Est-ce que c'est déjà envisageable d'accéder aux données ou de les partager? Dans quelles conditions? On était en plus bien avant le RGPD. Donc voilà, donc ça permettait aussi, c'est ça qui était amusant, c'est que d'ailleurs, 1 an ou 2 ans après, FanVoice a été une des premières sociétés avec lesquelles on a pu tester une mise en conformité pour déjà anticiper le déploiement du RGPD. D'accord. Et, Donc on ne fait pas que des innovations avec FanVoice vis-à-vis des clients particuliers. On utilise aussi la qualité de la relation qu'on a nouée pour tester des choses, Bien sûr. des évolutions réglementaires, Tout à etc., fait. qui permettent d'aller bien au-delà. En tout cas, ce que j'entends, c'est que dans un grand groupe très processé, comme peut l'être EDF, les choses bougent quand même à l'initiative d'une personne qui est un bougeur de ligne, quoi. Alors non, 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 Si, non. il faut le dire, Gaël. Non, non, je suis N'ayons vraiment peur. pas tout seul. Non, mais Déjà, bien sûr, moi, mais il y a quand même une initiative individuelle à l'origine. pas vraiment, parce que on est, moi vraiment, j'ai été soutenu par mes directeurs, et je dis bien mes directeurs parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul. Ah, je croyais que vous disiez pas mes directrices parce qu'il n'y en a pas, pardon. Non, 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 il y a aussi une directrice c'est qui aussi c'est la passionnariat de la soutiennent diversité. sans aucun problème par rapport à ce genre de projet. Donc c'est vraiment un état d'esprit collectif, j'insiste bien sur ça. Moi j'étais certes le chef de projet qui Mais mettait il en en faut, œuvre, ouais. mais si derrière, lorsque j'étais allé voir, comme je vous ai dit, mes juristes, mes achats ou mes SI, les gens me disent non, non, tu restes dans le cadre, ben, Bien sûr. je rentrais chez moi. Quoi. Donc, Oui. Mais il y a un facteur humain quand même, Gaël. Merci, J'en vous soyez témoigne. éclairante, je crois. Tu parlais des délais de paiement. Bon, bah, les délais de paiement dans un grand groupe, c'est comme ça, c'est à tant de jours. Par contre, en plein Covid, en 2020, donc les startups comme nous, bah, on était en difficulté et Gaël spontanément nous propose d'avancer certaines factures. Ouais, Quand ça. un client fait ça, c'est incroyable. Extraordinaire. C'est même pas nous qui Cette lui avons demandé. souplesse-là. Il est venu nous le proposer spontanément. Je veux dire, c'est quand même Bien un sûr. client hyper bienveillant. Bien sûr, et très appréciable. Et pour, c'est super, ça. bravo. Voilà. Génial. Alors, je l'ai proposé spontanément, mais en amont, c'est très important aussi de le souligner, il y avait quand même une note qui était passée au sein d'EDF qui venait des achats en disant attention, les petites entreprises vont être en difficulté, Ouais. faites tout pour les Ok, aider c'est ça. parce qu'il faut absolument qu'on soit Il y avait là des pour directives qui étaient protéger favorables au niveau à des cela. faillites. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des valeurs et un état d'esprit Bien qui sûr. sont collectifs, qui sont très chez EDF, qui existent depuis des années. Et donc après, ben, la difficulté, c'est comment on les met en œuvre Bien pour sûr, une plus rapidement. petite structure, une ça. start-up ou en cas de crise. Ouais, bien Mais sûr. ça, par contre, c'est des choses qu'on sait faire. Génial. Et du coup, Enguerrand, toi, de ton côté, comment est-ce qu'on ose participer à un appel d'offres pour une si grande maison en se disant je vais y aller quoi. Alors que est-ce que tu avais des clients déjà à l'époque de cette taille? On avait 3-4 clients déjà, mais EDF devait être peut-être le 5e. Donc on était vraiment early stage dans notre développement.
Et c'est vrai que très gros appel d'offres pour notre secteur qui sort. C'est mon DG de l'époque qui me dit il faut vraiment y aller, c'est pour nous. On a une chance. Moi je lui dis mais attends, on est trop petit, c'est EDF, ça va pas le faire. Et puis on ose y aller quand même. Donc on répond à un appel d'offres public. Je ne sais pas si tu connais, c'est copieux. Il y a plein de documents à remplir, etc., etc. Et donc on y va. Et à la fin, on a eu la chance d'être sélectionnés. Mais nous on a osé. De notre côté répondre et côté EDF ils ont osé aussi prendre une start-up assez jeune et j'imagine qu'il y avait des concurrents peut-être plus gros que nous mais voilà il faut y aller. Conseil aux start-up, n'hésitez pas, les grands groupes maintenant je pense sont ouverts à se dire c'est possible de bosser avec des startups et elles peuvent nous apporter quelque chose. Bien sûr. Donc là, c'est à ce stade-là, ce que je retiens, c'est côté grand groupe, ça se prépare. Ça se prépare et c'est porté dans le cadre de guidelines générales, mais c'est porté par un individu qui veut quand même bouger les lignes. Et côté start-up, il faut y aller. Il ne faut pas se dire que parce que je suis petit, ça va être un inconvénient. Au contraire. Bon, ça c'est très intéressant. Alors après, on s'est tapé dans la main. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le début. Moi, ce que j'ai envie de comprendre et de faire comprendre, c'est qu'est-ce qui est discriminant au début pour que la relation s'amorce bien du côté de la start-up, peut-être. Qu'est-ce qui fait que vous avez... Nous, je pense que c'est la qualité des équipes, parce que je ne suis pas tout seul du tout à porter le projet, c'est mes équipes opérationnelles. Alors, au début, petite start-up, jeune produit. Donc le produit, il est combien à ce moment-là dans la boîte? À l'époque, on devait être moins d'une dizaine, d'accord. Donc le produit, il est ce qu'il est. Donc il faut faire avec et puis il faut compenser, je pense, avec la qualité des gars, des consultants qui dirigent le projet. Et c'est ça qui fait que ça démarre bien, parce que ça match, parce que nous on se défonce forcément pour que ça marche. Et tu es déterminé à ce que ça marche, parce que tu te dis évidemment, si ça marche avec EDF, ça va probablement attirer beaucoup d'autres clients de belle taille. Bien sûr, premier client, grosse référence, il ne faut pas le louper. Évidemment. Alors je tiens à apporter une précision, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, on est une entreprise de process, on est très dans cette démarche. C'est nécessaire quand il y a autant... Ah ben voilà, dans l'énergie, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est ça qui fonctionne. Et là, ce qui était bien avec Fanvoice, c'est que dès le départ, alors que, comme le dit Enguerrand, ils étaient une petite structure, ils ont eu l'intelligence, et c'est peut-être aussi un hasard, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils avaient un mode de travail qui était très processé. Donc déjà en termes de culture, alors qu'ils étaient une toute petite structure et que nous on était très gros, on parlait quelque part le même langage. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est ça qui est très important. C'est pas la question d'être une petite entreprise ou un grand groupe, mais c'est de parler le même langage. Bien sûr, mais c'est cet effet miroir, en fait, c'est vrai en toute chose. Quand tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, la première chose à faire, c'est exactement de capter comment, tu vois, est-ce que c'est quelqu'un d'intuitif, de tourner chiffres, people pour arriver. Donc cet effet miroir, il marche à tous les coups. Donc c'était et puis on fait ensemble maintenant plus de 20 projets par an. Donc forcément, il faut que nous, on est petite start-up, mais un minimum de méthodologie pour que les projets sortent aussi dans les temps et avec une qualité correcte. Il y a aussi un autre élément qui est important, donc moi je vais dans le même sens qu'Enguerrand, il faut que les projets bien sûr sortent dans les temps, parce que si on se dit quand on travaille avec une petite structure, oui mais il y a du retard, c'est normal, c'est une petite structure. C'est ça. Comme quand on fait des travaux chez soi, quoi. Voilà, alors que non, c'est pas vrai. On peut avoir une petite structure qui va être à l'heure comme une grosse structure. Il ne faut pas être discriminant. Mais au-delà de ça, il faut aussi mettre un indicateur de performance qui soit simple et rapide. Bien sûr. Nous, dès qu'on a mis, comme c'est une plateforme d'open innovation qui est collaborative, l'enjeu pour nous, aussi bien pour Fanvoice et pour nous EDF, c'était mais est-ce que les clients vont venir? Est-ce que les clients vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont déposer des idées? Est-ce qu'ils vont nous proposer des choses? Comment ça va se passer? Et là, la chance qu'on a eue, c'est que dès le départ, ça a marché. Comment ça se fait? Parce que vous avez communiqué comment? Moi qui suis client, je me souviens plus qu'on m'ait invité à venir donner mes idées. J'en ai pas d'ailleurs, mais... Alors, au départ, c'était un peu compliqué parce que en réalité, on n'avait pas déjà EDF, on n'utilise pas le fichier client historique, parce que ce n'est que pour l'obligation de service public. Non. En réalité, il y a eu un concours par rapport à un concours de start-up qui avait été fait par la communication à EDF 6 mois ou 8 mois avant. Et là, on avait demandé aux gens, si vous avez envie de donner votre avis sur des start-up, inscrivez-vous.
Et donc, nous, on a repris tout simplement ce fichier où les gens avaient donné leur accord et on a dit, au-delà du concours, est-ce que ça vous intéresserait de donner votre avis aussi avec EDF et de co-construire, mais là, toute l'année, parce que le concours, c'était qu'une fois par an, Bien alors sûr. que là, c'était toute l'année, c'est le concours EDF Pulse qui existe toujours. Tout à fait. Et donc, les gens ont suivi, ont joué le jeu. Et Et là, on parle de combien de personnes adressées? Ce sont des bases de données immenses, j'imagine? Non, c'était des petits volumes, parce que des gens qui acceptent de s'inscrire à un concours, ils ne sont pas très nombreux. Par contre, là où il y aura une vraie réussite, et là, c'est vrai que FanVoice avait une expertise, parce qu'ils nous avaient averti avant, et ça s'est réalisé, c'est qu'ils nous ont dit, vous allez voir, il y a un effet de bouche à oreille qui va se passer. Voilà. Alors après, il y a aussi bien sûr l'effet de marque d'EDF. On a la chance d'être une entreprise qui est connue. Voilà, donc on est aussi sur des métiers qui sont intéressants, parce que l'énergie se concentre quand même un peu tout le monde. Mais en effet, le fait que très vite, puisqu'une campagne durait 3 mois, au bout de 3 mois, on a pu voir de suite que ça fonctionnait. Donc ça, je pense que c'est essentiel dans la relation grand groupe start-up. Dès qu'au bout de 3 mois, on a des résultats concrets, là, on peut continuer. C'est le ciment de la confiance. On ne s'est pas trompé. Hein. C'est ça. Donc, des process côté start-up, des quick wins côté c'est ça. C'est ça. J'aime bien ça. Mais c'est important. Et pour en rendre compte, il faut les avoir mesurés. Donc, avoir défini des des quick wins simples. C'est-à-dire qui ne vont pas être discutables, etc. Là, c'était, mais est-ce que les clients vont venir déposer des idées? Ben oui. Et dès le départ, on a eu autour de 500 ou 1000 clients, je ne me rappelle plus. Parce que là, aujourd'hui, on est à plus de 100 campagnes. Donc, bien sûr, il y en a beaucoup. Hein. Mais voilà, et donc ça prouvait que ça marchait. Puis pour nous, c'est un peu ouf, parce qu'on se défonce pour mettre en ligne une super plateforme, on fait tout ce qu'on peut, mais tu ne sais pas si les clients d'EDF vont venir dessus, en fait. C'est la sanction. C'est pas une science exacte, la science des communautés, c'est pas une science exacte. Quand ça démarre bien, on se dit, on ne s'est pas trompé, on a bien bossé quand même, ça va. Et au fil de la relation, du coup, donc ça c'est bien, au bout de quelques temps ça commence à prendre, c'est bon pour tout le monde. Il y a un moment où il se passe il y a des nœuds, où il y a une chose difficile, ou bien il y a une étape dans les 7 ans? Paradoxalement, pas vraiment. Après, ce qu'on va avoir, c'est qu'il va y avoir des questions de réglementation qui évoluent, mais ça, je dirais, c'est pas lié à une start-up, c'est lié un peu à tout. À un moment donné, hélas, on va avoir, je dirais qu'un gros problème qu'on a eu, c'était il y a 1 an et demi, puisqu'on était hébergé chez OVH. Bien sûr, mais là, ça a été malheureusement... Voilà. Et donc, quand il y a l'incendie, voilà, donc pour nous, là, à un moment donné, le site, hélas, a été interrompu pendant 1 mois et demi. Comme je crois qu'il y avait un tiers des sites en France qui avait ce problème, c'était catastrophique. Et voilà, ça a été vraiment... Mais là, justement, pareil, FanVoice, en étant une petite structure, a été capable de répondre parfaitement à la cellule de crise qui était mise en place au sein d'EDF, qui lui posait des questions. Et D'ailleurs, il n'y a même pas eu de tension, je pense que tu peux en témoigner. Parce on était dans une situation hyper difficile. T'imagines, tu as tous tes clients, tous tes sites qui sont fermés. Non, et donc, il faut. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a communiqué, en fait. Beaucoup communiqué. En se disant, voilà, il y a des difficultés. Et puis, on vous dit où on en est. Ça se répare progressivement. Et c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais c'est pas, en fait, c'est une difficulté extrinsèque. En fait, elle n'est pas liée à votre relation, au fond. Là, c'est dans la relation, les choses se passent, les années se suivent, vous renouvelez le contrat. Comme je vous ai dit, nous, EDF, on est une entreprise très process. Et quelque part, là, quand on fait une campagne EDF Pulse & New, chaque campagne est unique, mais le process, lui, par contre, est toujours le même. Donc après, si on se plante sur la campagne, le problème ne vient pas de la relation entre FanVoice et EDF. Là, c'est nous, les opérationnels, qui nous sommes trompés. Donc ça peut arriver, on n'a pas eu que des succès. Mais après, c'est comme tout. C'est-à-dire que si à un moment donné, une campagne ne fonctionne pas, on a au moins essayé quelque chose, on a testé quelque chose, on est dans l'innovation, on est là pour prendre des risques, on est là pour faire les choses différemment. Donc on en tire un enseignement. Bien sûr. Et donc vous êtes liés à vie ? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette belle relation? Alors, c'est des contrats pluriannuels standards de 3 ans, je crois que c'est... Avec des options, oui. Voilà, et donc nouvel appel d'offres dans 1 an ou 2, je crois. D'accord. Et c'est les process des achats publics assez classiques, je pense. D'accord. Voilà.
Non, mais c'est intéressant parce que je vois qu'on peut, en dépit de la différence de taille, de cette apparente et réelle, hein, enfin, le côté très processé de la boîte, et on arrive à nouer une relation qui s'installe, qui est assez fluide et qui dure. Ouais, et puis je pense que aussi ça vient beaucoup de Gaël et EDF. Bien sûr. On est dans une relation pas client-fournisseur, enfin. On est client-fournisseur, il n'y a pas de débat là-dessus, chacun sait ce qu'il a à faire, mais on est dans une relation de partenariat, vraiment. C'est-à-dire que Gaël nous soutient beaucoup, il vient, comme aujourd'hui, il vient témoigner à nos côtés. Mais du coup, c'est très intuitif personnel. Et si demain Gaël s'en va et tu vois que quelqu'un le remplace, est-ce que ça peut mettre en cause la relation ? Sans doute, c'est de l'humain, tout ça. De toute façon, des projets informatiques, marketing, digitaux, je veux dire, ça tourne. Tu as beau avoir des solutions, des plateformes comme nous, si l'humain, ça ne matche pas. La relation entre Fanvoice et EDF est un succès. Est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous partager? Et pour finir, quelques bonnes recettes destinées à nos amis startups qui nous écoutent? Bien sûr. Nous, en termes de chiffres, EDF, ça a été notre 4e ou 5e premier client. Et c'est encore le plus gros client qu'on a chez nous. Donc on le cultive et on s'assure de sa satisfaction. Ça a changé la vie de Fanvoice? Ça a changé beaucoup de choses parce qu'il y a le montant du contrat déjà. C'est de la trésor qui rentre et au tout début du développement d'une boîte, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Mais surtout, avec Gaël, il nous aide aussi beaucoup. Il témoigne très souvent avec nous. Et ça nous aide à trouver des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Donc c'est super important. Donc pour moi, le conseil que je pourrais donner à une autre start-up, c'est quand on a la chance de signer un beau client comme ça, c'est vraiment cultiver la relation et puis s'appuyer sur lui en mode partenaire, tout faire pour le satisfaire. Et dans ce cas-là, le client, il est là aussi pour vous aider. Il sait qu'on est une petite boîte et il a aussi intérêt à cultiver cette relation et à nous faire grandir. Donc et à deux, on va plus loin, comme on dit. Hein. En fait, c'est le client ambassadeur, quoi. C'est faites tout pour que votre premier client content devienne votre ambassadeur. Voilà, parce que les premières références, comme tu le sais, dans une start-up, c'est les plus dures à avoir. Et une fois qu'on les a, après, on peut construire dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Catherine.